Donc merci à tous, de m'avoir réunis sur cette webconférence. Merci également à Lilo Formation du coup de me permettre, d'intervenir sur, ce sujet. Donc plus principalement sur la commande publique, comment dégager, développer une stratégie gagnante en amont. Donc effectivement, c'est un vaste sujet, qui a pour principal objectif, de développer ses réseaux partenaires et clients afin de mieux se positionner sur la commande publique. Pour ça, on va vraiment passer, 2 grosses parties qui sont repérer son segment et apprendre à se positionner sur la commande publique et travailler son réseau, mais vraiment comme un atout. Voilà, puisqu'effectivement, quand on répond en groupement, c'est important de bien choisir ses partenaires, et savoir pourquoi on part avec eux. Alors évidemment, on va voir que c'est aussi, par affinité bien sûr, et également aussi, une stratégie en tout cas qui est à penser. Voilà, tout simplement par rapport à l'objectif. Donc je me permets de me présenter, tout d'abord pour expliquer un petit peu comment j'ai acquis, cette expéri enfin mon expertise. Donc je suis intervenue comme consultante, grand compte, en tant que libérale, pendant un long moment sur, vraiment axée sur les marchés publics. Pas forcément en groupement, mais ça m'a permis de me concentrer sur des points, justement plus particuliers qui étaient notamment le mémoire technique, comment monter son dossier administratif, comment faire une veille de marché public, et du coup comment y répondre. Ça a été une expérience qui était très formatrice puisqu'effectivement au niveau des problématiques qui étaient abordées, c'était vraiment, comment choisir le go, no go. Est-ce qu'on s'est bien positionné avant et le retour évidemment de la candidature, si on a perdu ou gagné. Mais dans tous les cas, il faut faire le retour d'expérience. Donc ça, c'était effectivement, une expérience qui a été très enrichissante, qui m'a permis déjà de mettre plusieurs, cordes à mon arc. Concernant la deuxième partie, j'ai été chargée d'appel d'offres en agence d'architecture. Donc après cette première expérience, sur les marchés publics, eh bien, je suis arrivée dans le monde de l'architecture, en CDI dans une agence toulousaine, voilà, qui du coup répondait beaucoup à tout ce qui était, logement, patrimoine, tertiaire, culturel. Donc quand même une agence qui était assez éclectique, aujourd'hui ils sont une trentaine. Et là pour le coup, effectivement j'ai découvert à plus grande échelle, ce qu'était un groupement, et j'ai vraiment appris à maîtriser et ben du coup, la stratégie au niveau du groupement et le positionnement qu'on pouvait avoir au sein même de l'offre. Bien sûr, il y a des notions de co de il y avait des notions en fait pour savoir se présenter au maître d'ouvrage un petit peu en amont, et essayer de cibler évidemment les marchés qui pouvaient nous intéresser avant que l'offre sorte. Donc ça a été cette première agence en agence d'architecture où effectivement, bah, là, hein, on vous connaissez un petit peu le gros plongeon, c'est, la loi MOP, le code du patrimoine si en plus on est, sur des bâtiments qui sont classés ou inscrits, et avec, du coup plein d'aspects un petit peu particuliers propres à la commande publique. Après cette expérience, qui a été, du coup très enrichissante et qui m'a permis vraiment de grandir par rapport au monde de l'architecture et du bâtiment, j'ai eu la chance d'être recrutée dans une grande agence, d'architecture, d'envergure internationale, qui répondait également à des appels d'offres, mais alors pour le coup, très peu, mais hyper bien ciblés. En tout cas, c'était l'objectif qu'on s'était donné. Et effectivement, on a pu, développer des parts de marché aussi bien dans le public que dans le privé, avec une méthode, du coup, assez, radicale, très carrée et rigoureuse, qu'on va pouvoir aborder. Et ça m'a permis effectivement d'aborder, pas mal de sujets, sur cette fameuse stratégie, de compléter tous mes savoirs, sur la stratégie, liée à la commande publique. Parce qu'en fait, il y a un moment, on se rend compte qu'on parle vraiment plus d'architecture
c'est comme ça, mais je pense que vous le savez déjà. Et que donc il faut avoir une stratégie en amont et pour se donner toutes les chances. Donc évidemment, il faut être bon quand même dans son domaine, mais ça fait pas tout. Pour la commande publique, il y a vraiment d'autres enjeux qui vont rentrer en compte. Voilà. Forte de ces 3 expériences qui se sont étalées, sur une dizaine d'années, j'ai créé du coup mon agence, spécialisée dans la réponse aux appels d'offres publics et privés, avec tout un panel de services, voilà. Ensuite, donc ça c'était pour la petite présentation, voilà, je vais pas trop m'étaler dessus, mais ça vous permet de comprendre en tout cas, l'expérience que j'ai acquise sur la commande publique et notamment en agence d'architecture évidemment. Donc j'ai eu le plaisir de travailler évidemment avec beaucoup de bureaux d'études, des entreprises générales, et des agences d'architecture pour apprendre à se positionner. Et justement, on vient à notre première partie, qui est donc de repérer son segment et se positionner. Hem, donc sur cette première partie, c'est intéressant de savoir, aujourd'hui, comment vous ciblez vos marchés. Donc c'est un travail qui se fait vraiment, en amont. Il faut vraiment être très réaliste avec ses capacités à pouvoir se positionner sur un marché et donc il faut vraiment être objectif. Donc de côté, on met l'ego et là, on se concentre sur nos atouts et sur ce sur quoi on veut répondre. Donc on va évidemment définir sa zone géographique. Donc, est-ce que vous voulez à 2 heures de chez vous ou est-ce que vous voulez une zone, géographique un peu plus large, la région ou est-ce que vous êtes prêt à partir en France, ou même en Europe ou à l'international, hein. Il y a des associations comme l'AFEX, qui accompagnent les architectes à l'export et cetera. Ou, est-ce que, vous vous dites: «Non, moi je suis à fond sur l'économie circulaire, je travaille que du coup dans ma zone». Donc ça évidemment, c'est à définir dans votre stratégie avant de pouvoir se lancer. Ensuite, il faut voir exactement, le type de marché que vous visez et donc être tout à fait factuel par rapport à vos moyens humains et matériels. Donc aujourd'hui, ça va être aussi de comprendre un petit peu, les plans de charge que vous avez et du coup, comment vous pouvez créer un roulement entre le moment où vous candidatez, le moment où l'offre sort, le moment où vous allez pouvoir travailler avec votre client. Donc ça, c'est effectivement un aspect qui est un petit peu difficile quand même à gérer. Des fois, on va crouler sur le boulot, des fois tout sort en même temps. Donc sur la commande publique, il faut savoir en tout cas que dans le monde du bâtiment, les délais sont quand même assez longs d'instruction. On entend parler des fois des offres en amont, 1 an, ou 1 an et demi à l'avance et on attend évidemment que ça sorte. Et beaucoup pour vous dire que quand ça sort, évidemment, ça sort d'un coup. Donc voilà, il faut pouvoir gérer avec ces contraintes et ces aléas évidemment. Mais en tout cas, de se rendre compte que par rapport à notre plan de charge, on a quelques contraintes au niveau de nos moyens humains, donc est-ce qu'on développe les moyens humains ou pas? Ça va permettre aussi de poser une stratégie par rapport à vos partenariats. Mais on y viendra du coup un petit peu plus bas. Et évidemment, peut-être réfléchir au montant lié, au marché. Si par exemple vous vous dites à 2 heures, on peut partir, à moins d'1 million, mais par contre pour partir, je ne sais pas, à Lille, il faut que le marché fasse minimum, 5 000 000. Voilà, donc il y a peut-être une logique d'enveloppe qui fait que vous pourrez partir, sur toute la France à partir d'un certain montant, mais que, vous allez définir un périmètre un peu plus restreint sur un montant, du coup plus raisonnable. Hem, donc effectivement, par rapport à ça, il faut déjà bien cibler son marché, bien comprendre vos objectifs, bien, poser ses limites et donc son cadre pour pouvoir avoir un go, no go qui est acceptable et aussi poser une stratégie par rapport à votre réseau, tout simplement. Pour cela, évidemment, c'est important, de connaître un petit peu les bases de la commande publique. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si je m'adresse à des néophytes ou quand même à des personnes qui ont déjà répondu, à des marchés publics. Mais en gros, il faut savoir identifier les acheteurs publics qui vont pouvoir vous intéresser, et dont on va aborder, les aspects un petit peu plus loin et savoir identifier les formes de marché.
Donc les formes de marché aujourd'hui, on a les travaux, les services et les fournitures. Les fournitures, a priori, ça va pas trop vous concerner. Les travaux, ben, c'est tout simplement en fait, ce qu'on va voir apparaître par la maîtrise d'œuvre, donc les passations de marché et donc lot par lot. Et dans les services, on peut avoir aussi, bah, tout ce qui va être honoraires, et donc marché. Au niveau de la forme de passation de marché, du coup, il y a plusieurs formes que la commande publique propose. Il y a les procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence. On va avoir la MAPA, qui est le marché le plus commun, au niveau de la commande publique. Et on va avoir donc les fameuses fournitures, bon, généralement, vous les rencontrez pas trop, mais du coup, c'est une procédure qui est également formalisée avec un dialogue compétitif ou restreint. Sur ces différents types de marchés, on va avoir, par exemple, dans la procédure négociée, la publication de publicité ou non, qu'on va avoir en fait via une plateforme, qui va être le BOAMP ou le JOUX pour ceux qui connaissent. Donc le JOUX pour la plateforme européenne et le BOAMP pour la plateforme nationale. Donc ce sont des marchés, qui sont à moins de 40 000 € pour ce qui est du service et 90 000 pour les fournitures. À partir de ce montant-là, l'acteur public est obligé donc de faire paraître une annonce sur une plateforme dématérialisée, pour pouvoir en fait, justement lancer la mise à concurrence et n'importe quel acteur qui est en capacité de répondre va pouvoir du coup transmettre sa candidature en démontrant effectivement qu'il est totalement en capacité de pouvoir répondre et apporter une réponse à son client. Ensuite, on va avoir, les durées de lancement, donc ça effectivement, ça dépend, du marché. On va avoir différentes phases. Je reviens un petit peu en arrière. Donc par exemple, c'est, un marché qu'on va pouvoir lancer s'il n'y a pas de concurrents, ou des marchés infructueux. Donc on n'a pas eu assez de candidats ou pas dans les délais et l'entreprise n'a pas enfin en tout cas l'acheteur public n'a pas trouvé, de personnes pour répondre au marché. Donc il peut passer également par la procédure négociée, sans publicité. Par rapport à l'expérimentation, alors ça, c'est quand même assez récent. On a vu paraître les marchés, liés à l'expérimentation depuis 2 ans, 2-3 ans et donc ça permet de passer, certains paliers. Au-dessus de 100 000 €, l'acheteur public est obligé de passer une offre à marché. Par contre, en dessous, il peut très bien passer de gré à gré avec une entreprise. Donc l'expérimentation rentre dans une catégorie très particulière, puisqu'il faut effectivement rentrer dans un critère d'innovation, et ça peut être par exemple dans le monde du bâtiment, si on l'applique au monde du bâtiment, sur tout ce qui va être, développement durable ou environnemental. Ensuite, on a la MAPA. Pour l'instant, personne ne réagit, tout va bien. Marché à procédure adaptée, donc on va avoir les seuils de procédure formalisés avec une publicité obligatoire à plus de 90 000 €. Les conditions donc c'est généralement le marché qui est le plus souvent retenu puisque c'est assez souple et libre. Et ensuite, on va avoir la procédure formalisée où on va parler plus des seuils européens avec les critères de notation, donc qu'on va retrouver notamment dans le règlement de consultation, et des petits bouts, certainement dans le CCTP et ça peut être une procédure qui est négociée ou pas. Évidemment, depuis quelque temps, la Covid-19 vient redistribuer un petit peu les cartes au niveau de la commande publique. Donc il y a eu des changements assez récents là qui viennent d'arriver, fin décembre et qui vont encore arriver, en avril 2021. Donc je vais vous les passer aussi rapidement puisque du coup, pour le coup, c'est l'actualité, donc je me suis adaptée, à l'actualité. On va avoir effectivement le 1er avril, 6 nouvelles, clauses administratives générales qui vont être parues par l'ADAGE, donc qui est la direction administrative, juridique et la loi ASAP, qui vise à accélérer la simplification de l'action publique, qui va toucher également à la commande publique, et un peu au bâtiment. Sur ces 6 clauses, on va les passer rapidement.
On va voir donc, aujourd'hui, on a ce fameux cahier des clauses administratives générales qui n'est pas toujours repris par les acheteurs publics. Tout simplement parce qu'ils peuvent créer également leur propre CCAP. Soit le CCAP va dire: «Vous pouvez vous référer à ce fameux, cahier des clauses administratives générales». Donc en fait, il réinvente rien, il dit, de vous référer en fait, vraiment à l'écueil général. Soit il va venir créer, son propre CCAP avec, ses propres soit dérogations, soit dispositions, un peu plus, ciblées, sur la bonne exécution des prestations, tout simplement. Mais effectivement, comme je disais avec la covid, les cartes sont un petit peu redistribuées et on voit en fait des nouveaux seuils qui ont été mis en place vraiment liés, à la covid. Donc maintenant, au lieu d'avoir entre 40 et 90, on va plutôt être sur des seuils entre 70 et 100 000. L'idée étant vraiment d'essayer de faciliter l'accès aux entreprises, aux marchés publics, et surtout de ne pas perdre de la vitesse. Donc si on sait que les travaux sont concernés, en fait, il a été précisé que la maîtrise d'œuvre et l'ingénierie ne l'étaient pas. Donc je me suis quand même interrogée un petit peu sur, la dernière partie. Et en fait, bah, on voit que Laure Bédier, qui est la directrice des affaires juridiques, considère que, soit le seuil de 70, concerne les travaux, donc ça c'est pertinent, surtout en fait, si on se réfère au seuil européen. En revanche, concernant la maîtrise d'œuvre, elle considère que soit les marchés, sont très inférieurs, soit très au-dessus. Donc du coup, elle considère que ça ne rentre pas, en tout cas, dans les nouvelles directives à prendre en compte. Ensuite, je me suis attardée un petit peu sur la loi ASAP qui est passée le 4 janvier, donc bonne année, et qui permet en tout cas, de retenir des gros principes, sur, la commande publique. Donc effectivement, on va pouvoir, s'interroger, quelle est l'influence sur les bâtiments? Quelle est l'influence dans l'ingénierie, sur la maîtrise d'œuvre? La loi ASAP, est-ce que ça nous concerne ou pas finalement? Alors oui, il y a des parties qui nous concernent et auquel cas, donc il y a aussi les liens officiels bien sûr si vous voulez, aller les voir, que je pourrais communiquer peut-être tout à l'heure. Donc notamment sur les porteurs de projets, les investisseurs, on compte déjà 78 sites clés en main, qui ont profité pour des installations industrielles. Le but étant en fait de réduire les délais d'instruction et de coller au maximum aux standards européens qui est largement plus court que, les délais, français. Donc là, l'idée, pareil, c'est d'essayer de soutenir, l'économie, voilà, par rapport à la crise et cetera et de permettre en tout cas, bah, d'investir plus vite. Hem Et d'essayer de mettre de côté un petit peu, bah, la partie qui fait peur, hein, c'est le côté administratif, le côté papier. On sait très bien la commande publique, c'est quand même connu pour ça. Il y a aussi, un sujet qui tient à cœur en ce moment à l'État et puis on le voit d'ailleurs, par différents sujets qui sont abordés, avec, les rénovations thermiques, et qui connaissent différentes phases, même pour les particuliers. Effectivement, là, ils ont fixé, pendant 2 ans, donc ils gardent, les tout ce qui a été mis en place pendant la covid, excusez-moi, ils gardent ce seuil pendant 2 ans et on parle du coup de 100 000 €. Donc ça, pendant 2 ans, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence est fixé à 100 000 €. Ce qui veut dire que, jusqu'à ce montant-là, ils ne sont pas obligés de passer par un marché public. Donc il y a aussi, voilà, des possibilités de passer directement avec, le client et d'avoir des marchés de gré à gré. Donc ils sont vraiment dans cette dynamique d'essayer de simplifier et de démystifier la commande publique, qui, on le sait aujourd'hui, fait quand même, peur. Ensuite, par rapport à la loi ASAP, on voit également qu'ils continuent, à aider les entreprises qui sont en difficulté puisque par rapport au redressement judiciaire, la loi leur permet de continuer à participer au marché et cette mesure, tend à se pérenniser quand même dans le temps et à ne plus être une exception. Donc c'est plutôt aussi une bonne nouvelle pour les entreprises qui essaient de redresser un petit peu, bah, là-bas, hein.
avec les difficultés qu'on connaît aujourd'hui et qui vont certainement s'accentuer. La part des PME-TPE aussi est obligatoire. Ils sont obligés de retenir une part des marchés, donc pour ces acteurs. Ça l'est depuis déjà quelques années, c'est pas nouveau, mais là, ils insistent. Alors j'ai pas le pourcentage en tête, mais il y a une part effectivement, aujourd'hui, on est à moins de 30 de marchés distribués à des PME et TPE. Donc l'idée, c'est de continuer à accentuer et à aider, du coup, cette typologie d'entreprise à, conquérir, à gagner des appels d'offres et de faire un effet de levier. Donc c'est évidemment pas évident, mais ils essayent d'insister sur ce point-là. Donc à venir, pour l'instant, là, c'est le gros, teaser puisqu'on ne sait pas, mais il y a 2 nouveaux livres qui vont venir enrichir la commande publique actuelle, justement, qui vont venir l'aménager. Parce qu'il faut savoir quand même, malgré les décrets de 2016, de 2018, la commande publique, n'a pas bougé depuis, 2009. Donc on est quand même en 2021, ça fait un moment que ça n'a pas vraiment été changé. Donc là, ils profitent aussi de cet état d'urgence pour venir rajouter de nouveaux livres qui vont certainement venir, à mon avis, poser, justement les différents seuils qu'on a vus et venir améliorer un petit peu, les échanges, la simplification d'échanges. En tout cas, c'est l'idée, qu'ils essaient de véhiculer à travers, ces aménagements. Donc voilà, à retenir, les nouvelles conditions générales, administratives, donc qui vont paraître le 1er avril 2021 et donc depuis le 4 janvier, on a la loi ASAP qui est apparue et qui vient un petit peu redistribuer les cartes, notamment au niveau des seuils et ça tend effectivement à se pérenniser dans le temps. Je vérifie, pas d'intervention pour le moment, tout va bien. On est donc toujours dans cette dynamique de repérer son segment et de réussir à se positionner. Aujourd'hui, si vous êtes architecte ou même, bureau d'études, vous pouvez vous positionner en tant que mandataire ou associé. Donc la question est de savoir, comment vous pouvez vous positionner en fait dans ce groupement. Il faut savoir effectivement se poser les bonnes questions et savoir son rôle stratégique. Aujourd'hui, dans la commande publique, si vous allez voir les acheteurs publics, ils vont vous demander quelles sont vos références. Donc par rapport à ça, il faut être effectivement ancré dans une certaine réalité et dire: «Bon, vos références, oui, mais en plus publiques». Donc effectivement, si ça fait 5 ans, 3 ans, 2 ans que vous n'avez pas répondu à des marchés publics, pour se relancer comme ça, c'est un peu compliqué parce que généralement, il faut quand même montrer patte blanche. Donc soit on part sur des petits marchés, tout simplement, on va, cibler, des marchés où en fait, c'est un petit peu ce qu'on dit, hein, on met un pied dedans, on ouvre le dialogue avec le maître d'ouvrage. Ça nous permet d'être vus, d'être connus, même si c'est un petit marché où on retrouve pas forcément, on retombe pas forcément sur nos pattes. Évidemment, en fait, c'est un investissement pour peut-être, être, repéré, on va dire, par le client et du coup, mieux se positionner sur un marché qui pourrait être plus conséquent. Donc aujourd'hui, quelles sont vos références? Donc soit vous partez sur un petit marché, mais vous avez aussi la possibilité du coup, dans le montage de votre groupement, de vous positionner peut-être dans un groupement qui lui aura des références, qui va vous apporter des références, mais qui a peut-être besoin d'un coup de main. Donc ça vous permet de mutualiser, du coup vos besoins et de venir enrichir un groupement qui en a besoin et vous, de vous relancer sur la commande publique. Donc, est-ce que vous avez les références, par rapport au marché que vous visez ou vous voulez diversifier un petit peu, justement vos références? Vous en avez marre de faire que du tertiaire, vous souhaitez aller peut-être un petit peu plus vers l'industriel. Comment aujourd'hui vous pouvez vous positionner pour être plus efficace dans le segment que vous visez? Donc ça, c'est une chose. Possédez-vous les bonnes connaissances du marché? Bah, effectivement, on peut se poser la question, en tout cas, c'est le là, en fait, ces questions, c'est le maître d'ouvrage qui va vous les poser, hein, si vous venez vous présenter. Si vous n'avez pas d'expérience dans ces références, est-ce que vous avez déjà réalisé, des marchés avec des connaissances similaires qui peuvent être transférées sur le marché que vous visez? Dans tous les cas, il faut que vous y réfléchissiez, que vous posiez tout ça à plat pour avoir un argument effectivement qui tienne la route, que ce soit dans votre candidature
ou quand vous allez aller à la rencontre du maître d'ouvrage. Avez-vous un plan de charge qui le permet? Bah, tout simplement, il y en a qui vont se mettre en groupement, en tant qu'associés. Pourtant, ils ont les références, ils peuvent même déjà connaître le maître d'ouvrage, mais ils savent très bien, en fait, qu'ils n'auront pas forcément le temps. Néanmoins, on sait que dans la commande publique, il faut continuer à rentrer des références et être toujours un petit peu dans le jeu, et être toujours, dans des groupements. Donc là, en fait, ça permet également, de garder contact avec le client, même si on ne va pas être mandataire. Donc après, c'est, savoir se positionner. Est-ce qu'il faut absolument être mandataire ou de temps en temps, se dire: «Non, on va être associé», parce qu'en fait, c'est aussi bénéfique. Et après, ça, c'est vous qui avez la réponse et la clé liée à la stratégie de votre entreprise. Qu'en est-il de vos moyens humains? Bah, tout simplement, est-ce qu'aujourd'hui vous avez assez de personnes pour y répondre ou pas? Ou auquel cas, est-ce que vous prévisionnez peut-être, d'embaucher des personnes avec un profil particulier qui va vous permettre aussi d'atteindre des nouvelles références, des nouveaux marchés, d'étendre votre portefeuille? Donc là, effectivement, il y a plusieurs sujets qui peuvent être abordés et qui vont vous permettre, heu, encore plus de savoir comment vous devez vous positionner dans ce fameux groupement. Je pense que c'est vraiment essentiel avant de pouvoir répondre à un appel d'offres et de lancer sa stratégie, tout simplement. Hem, passer en fait, on va dire ce positionnement. Aujourd'hui, vous savez que, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais sur les collèges, vous voulez vous positionner en tant que mandataire parce que vous en avez les moyens. Par contre, sur du gros bureau, vous serez plutôt associé et vous avez, étoffé votre réseau pour, pouvoir partir sur ces types d'offres. Et puis, sur, des laboratoires, vous serez également que co-traitant parce que vous n'avez pas de référence. En tout cas, voilà, vous avez posé votre stratégie par secteur, par domaine d'activité, et donc il y a une logique dans la façon dont vous allez, candidater. Tout ça, ça vous permet de gagner du temps et en plus de ça, de savoir où vous allez et de vous donner des objectifs à atteindre. Ensuite, évidemment, la commande publique, c'est un réseau. Alors pas que évidemment, hein, mais en tout cas, c'est hyper important. Je pense que beaucoup ne me contrediront pas s'ils connaissent la commande publique. Aujourd'hui, le réseau, c'est essentiel. En tout cas, il faut être connu et il faut aller à la rencontre des acheteurs publics. Donc on va dire que alors ça a eu plusieurs noms. Le nom le plus, vulgarisé et qu'on n'aime pas entendre, c'est le lobbying. Ensuite, on va avoir le sourcing, on va avoir, voilà, on a plusieurs définitions, en tout cas pour dire qu'on va aller à la rencontre de son potentiel client et bien sûr aller, sourcer, connaître un petit peu les marchés qui vont sortir en avance, justement pour garder ce fameux objectif de se positionner en amont, avant et monter son équipe. Donc du coup, depuis 2004, il y a des directives déjà, qui permettent aux acheteurs publics de rencontrer ceux qui vont répondre. Mais c'était quand même, pas très bien défini. Et puis en plus de ça, ça avait même, pas une très bonne image, on va dire, auprès de alors pas des acheteurs, mais même plutôt auprès de ceux qui répondaient. Donc, on en passe, mais en gros, c'est voilà, c'est ça, c'est oui, bah, c'est pipé, c'est déjà attribué et cetera. C'était un peu compliqué. C'était pas très bien défini, et pas très bien vu. Donc depuis 2015, ils ont redéfini vraiment et ils ont posé, le mot. Donc si vous allez dans sourcing commande publique, vous allez voir, ils ont bien détaillé dans quel cadre et comment on peut rencontrer les acheteurs. Aujourd'hui, on invite clairement les acheteurs à, recevoir les entreprises pour avoir déjà, on parle de performance d'achat, dont on va voir les 5 objectifs, mais également effectivement, on est sur un dialogue technique parce que les acheteurs ne sont pas forcément, spécialisés ou ingénieurs dans ce qu'ils achètent. Vous le savez, heu, si vous avez déjà vu un appel d'offres, vous savez que c'est pas for ils sont pas forcément spécialisés, heu, très techniques et des fois, il faut les aider. Il faut aller les voir, il faut leur dire ce que vous avez apporté au marché, peut-être d'innovant et justement, ils vont pouvoir, faire avancer de façon itérative, bah, les demandes et les besoins. Aujourd'hui, vous avez une technique qui est pas connue et vous pouvez, qui va se vendre moins cher ou plus cher, enfin ça après ça c'est votre positionnement, et qui va permettre au client d'avancer dans sa construction avec ses objectifs aujourd'hui, voilà, qui vont être dans, les ouvrages durables, avec le BIM et cetera.
allez-y, allez présenter vos services, allez parler, allez défendre un petit peu votre ADN, allez défendre vos produits, et allez vous faire entendre. Peut-être qu'effectivement, du coup, ça va leur permettre de comprendre un petit peu, dans quelles conditions ça les fait avancer. Donc rencontrer, les acheteurs, grâce au sourcing, ça permet de répondre à 5 objectifs. Le premier, c'est la recherche de gains, heu, économiques. Pour l'acheteur public, j'entends, hein. Évidemment, plus il reçoit de candidats, plus, bah, lui, il peut aussi, choisir une offre, un rapport qualité-prix qui va être intéressant. Excusez-moi. Ensuite, comme ils ont aussi cette fameuse obligation de permettre l'accès aux PME, sur la commande publique, ça leur permet peut-être aussi de vous identifier, dans cette tranche-là. Ensuite, ils vont se poser la question, et je l'ai déjà dit effectivement, sur la performance environnementale. On le sait pour l'architecture, E+, C-, tout ce qui va être, labellisé, et par exemple avec Envirobat et cetera. Et ben voilà, c'est le moment aujourd'hui de pouvoir vous positionner aussi, sur cet axe-là. La dimension sociale est aussi également, quelque chose sur lequel ils sont sensibles, et l'innovation. L'innovation aujourd'hui, et ça peut être assez vague, mais ça peut être sur une technique, ça peut être sur, enfin, nous on a déjà rencontré, ça nous est déjà arrivé du coup de discuter plus longuement par exemple du BIM. Effectivement, on est dans l'innovation, et les avantages du BIM sont nombreuses. Je ne vais pas les énumérer là, mais voilà. Donc ça permet en gros de présenter quand même votre stratégie, mais dans l'idée de donner de l'information, puisque là en fait l'acheteur vous reçoit pour ça, de donner de l'information technique, de l'information sur votre entreprise, de créer du lien aussi, et de donner une autre dimension que juste une candidature, dématérialisée, et de ne pas l'avoir vue. C'est clair. Donc vraiment, j'encourage, heu, cette démarche, d'aller à la rencontre. En ce moment, c'est un peu difficile, hein, je vous entends rire, mais évidemment, parce qu'on ne peut pas voir en physique. Donc du coup, il faut effectivement, bah, du coup, essayer de rencontrer, certainement qu'ils doivent aujourd'hui recevoir beaucoup en visio. Alors, j'ai une petite question qui s'est affichée. Qu'entendez-vous par performance sociale? Donc du coup, on y reviendra, j'imagine, après à la fin, mais du coup, je l'ai vu. Je répondrai tout à l'heure. N'hésitez pas à poser vos questions-réponses. J'essaierai d'y répondre du coup, à la fin, de la webconférence. On aura une petite demi-heure pour échanger ensemble, et avec plaisir. Hem, donc ensuite, rencontrer les acheteurs grâce au sourcing, et je l'ai dit effectivement, c'est pour être identifié, créer du dialogue, et surtout, on peut aussi récupérer des informations qu'on ne lira peut-être pas. Tout simplement parce que, quand ils rédigent les offres, bah, des fois, ils sont vraiment dans la rigueur et très terre à terre. Ça n'empêche que quand on parle, bah, ça fait ressortir aussi d'autres choses qu'on va pas penser forcément à écrire. Donc pour vous, c'est une source d'information. En plus, ça vous permet, de savoir s'il y a des marchés qui vont sortir ou non, et surtout de vous positionner. Peut-être qu'il va vous dire, «Attention, sur ce marché, on attend plutôt un bureau tout corps d'État qu'un bureau d'études, indépendant», ou au contraire, on attend un bureau d'études qui sera capable de donner, un coût global, et pas, une entreprise qui dit qu'elle fait tout alors que c'est pas vrai. Bon, je sais pas, mais ça vous permet en tout cas de vous positionner sur la façon, en tout cas, de lire entre les lignes comment vous pouvez vous positionner au niveau de votre groupement, et de connaître les marchés, qui vont sortir. Donc pour ça, vous avez aussi, alors bon, ça c'était avant le Covid, vous aviez la possibilité de participer à des journées de rencontres, partenaires. Les ID en fait, donc les ID, c'est l'armée, c'est l'infrastructure, l'établissement, ouais, des infrastructures militaires, mais pas que, hein, il y a aussi, des villes, des communes, je sais pas moi, le Sicoval, ou d'autres entreprises qui vont, d'autres acheteurs publics qui vont organiser des rencontres à la commande publique. Ça se fait de plus en plus. Alors là, vraiment, il ne faut pas hésiter à y aller. Oui, ça vaut le coup de se déplacer, et en plus de se faire connaître, même si vous n'avez pas le temps de tout dire, vous allez pouvoir les rencontrer et peut-être fixer un prochain rendez-vous. C'est quand même une opportunité, qui est à saisir, puisque là, ils se mettent vraiment à votre disposition et à votre écoute. Donc bah, quand on pouvait se rencontrer, on l'eût beaucoup fait.
tout simplement. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à solliciter directement, soit le service achat, avec, bah, du coup, il y a différentes strates dans le service achat et si vous cherchez bien sur internet, vous trouverez même des organigrammes avec des numéros de téléphone, des mails et cetera. Il y a quand même des infos qui sont dispo, il faut juste savoir où chercher et comment chercher. Hem Donc effectivement, voilà, c'est vraiment sur internet que vous allez trouver aussi pas mal d'informations, et rester à l'écoute. Les réseaux aussi, hein, ça aide, tout simplement ou même de contacter un maître d'ouvrage que vous avez, identifié comme intéressant pour vous et d'aller, du coup lui demander: «Est-ce que vous organisez des rencontres?» ou voilà. Donc c'est pour ça que ce que j'ai dit un petit peu en amont, de se préparer, de sonder son marché, c'est hyper important parce qu'en fait, ça va vous permettre aussi de poser la stratégie. Vous n'allez pas rencontrer tous les maîtres d'ouvrage, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est de savoir pourquoi vous allez les rencontrer. Quelle est aujourd'hui la plus-value que vous pouvez leur apporter et pourquoi vous êtes dans cette démarche. Donc du coup, ça nécessite forcément qu'à un moment donné, vous vous êtes posé sur votre stratégie et la plus-value que vous avez. Donc c'est important, vraiment d'identifier ces points-là avant d'aller à la rencontre des acheteurs publics, quoi. Sinon ça peut être aussi compliqué. Alors du coup, je vais rester un petit peu sur ce sujet-là. Souvent on me dit: «Oui, bah, on a quand même du mal à les rencontrer, c'est compliqué, on n'y arrive pas». Bon, ça peut arriver, hein, aussi de ne pas réussir à les rencontrer. Alors répondez à leurs offres quand même. Vous avez l'impression de vous faire retoquer et de ne pas être retenu. Ça n'empêche que vous serez quand même plus légitime à demander un rendez-vous à un maître d'ouvrage qui vous retoque 2-3 fois en disant: «Mais écoutez, moi je réponds à vos appels d'offres, vraiment je comprends pas, je ne suis jamais retenu. J'aimerais vraiment travailler avec vous, j'ai envie de vous voir». Et plus difficile de dire non. Voilà, j'ai envie de dire que c'est normalement, il y a quand même, voilà, normalement, vous allez réussir à dégager un rendez-vous parce que vous serez plus légitime. Il doit voilà, on a envie de travailler avec vous, comment on fait? Comment on se positionne? On a vraiment quelque chose à vous apporter, il faut qu'on se voit. Bon, bah, voilà. Donc plutôt que de rester sur un échec, bah, qui sert pas finalement, hein, essayez, vraiment de partir sur ce retour d'expérience. Déjà de demander pourquoi votre candidature n'a pas été retenue. Bon on est sur le truc en amont, mais quand même. Beaucoup ne le font pas, parce que, on est souvent déçus et on reste sur cette déception. Par contre, l'apprentissage par l'échec, par le retour d'expérience, c'est important. Si c'est pas vraiment justifié en plus, vous le saurez et puis dans tous les cas, demandez une rencontre. Vous dites que vous comprenez pas pourquoi vous n'avez pas été retenu, mais parfois on en apprend quand même sur les retours de candidature, hein. Bah, ils vont vous dire par exemple, je sais pas, l'offre était mal organisée, les annexes sont pas très claires. Objectivement, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, donc peut-être pas, mais il y a peut-être objectivement quelque chose à faire. En tout cas, je vous encourage dans cette démarche et vraiment ça va venir légitimer également, votre d'aller à la rencontre aujourd'hui, de ces fameux acheteurs publics. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez bien identifié justement, depuis tout à l'heure, je dis acheteurs publics, je parle des entités, de la commande publique. Est-ce qu'aujourd'hui vous les avez bien identifiés? Il y a quand même, 2 grosses familles, donc le pouvoir adjudicateur et les entités adjudicatrices. Donc, par exemple, pour le pouvoir adjudicateur, ça va être la mairie, la ville, donc ils vont représenter, une entité, territoriale collective, un établissement public, c'est un pouvoir, adjudicateur. Heu, En revanche, l'entité adjudicatrice, elle, c'est plutôt, général, des opérateurs de réseau, de transport, de services, ça c'est une entité adjudicatrice. À côté de ça, effectivement, on va avoir même des maîtres d'ouvrage délégués, qui vont accompagner les maîtres d'ouvrage à passer en fait leur marché. Donc ils délèguent leur pouvoir, comme un mandataire, comme les co-traitants vont déléguer le pouvoir au mandataire, par exemple, pour pouvoir passer, le marché pour eux. À côté de ça, dans les différents acteurs, publics, bah, évidemment, on va rencontrer, également, du coup, bah, des SEM, des entités économiques qui vont passer, en fait, les marchés pour les entités et on va avoir également des groupements d'achat. C'est encore, un petit peu autre chose. C'est les groupements d'achat comme l'UGAP ou autres. Ce sont des entités qui vont, essayer de passer des candidatures
en nombre pour réduire les coûts et en fait aider les clients à avoir du coup des coûts plus réduits. Donc ça, c'est une chose. Il faut du coup pouvoir identifier ces acteurs pour pouvoir aller, les rencontrer. Aujourd'hui, on a par exemple les hôpitaux qui se sont regroupés en territoires, les GHT. Donc par exemple, je ne sais pas si vous voulez répondre aujourd'hui à un marché public pour, l'hôpital de Montauban. Aujourd'hui, c'est plus l'hôpital de Montauban, le CH de Montauban qui passe en direct son marché. Il fait partie d'un GHT, donc d'un groupement, d'hôpitaux, territorial qui va passer en fait un marché pour lui et ils vont essayer de regrouper les besoins entre eux pour passer des commandes, du coup, optimiser les coûts et les commandes. Donc j'ai acheté, c'est assez récent, hein, ça fait 2-3 ans que ça existe. Pareil pour les universités, par exemple, les universités de Montpellier sont regroupées pour pouvoir passer des commandes ensemble et de façon plus optimisée. Donc du coup, il faut les connaître. Par exemple, que les universités de Montpellier, elles sont 2. Il y en a un pour les marchés jusqu'à un certain seuil et au-delà, tout ce qui va être, réalisation avec, les entreprises, eh bien, ça va passer en fait sur une autre entité, qui gère également les marchés publics, pour les universités de Montpellier, en conception-réalisation. Donc du coup, voilà, il faut bien identifier, les marchés publics et en plus, enfin les acheteurs publics et si vous les avez identifiés, vous aurez plus facilement un mail ou un numéro de téléphone parce qu'en fait, vous avez en tête, le fonctionnement, quoi. Alors évidemment, peut-être certains s'y sont déjà frottés, il y a des règles à respecter quand on rencontre un acheteur public. Par exemple, il sera, très mal vu de parler d'un marché qui est déjà en cours. Donc en cours, ça veut dire dès que la publicité est sortie, normalement, ça ne se fait plus de parler de l'offre. L'offre est sortie, on n'en discute plus. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller dans une dynamique, de répondre aux prochains appels d'offres, d'être dans une dynamique de connaître les appels d'offres en amont. Effectivement, vous allez mettre l'acheteur public tout simplement, hein, dans une position un peu, inconfortable si l'avis est déjà publié. Normalement, vu qu'on est sur une équité et cetera, il n'a plus le droit d'en parler. Alors ça, je dis, normalement, dans la règle et cetera, si tout est respecté, il ne doit plus en parler et s'il y a des questions ou des réponses et cetera à apporter, tout se fait via la plateforme et au vu de tous. Donc tous ceux qui répondent à cet appel d'offres, normalement, sont censés voir, les échanges que vous avez avec cet acheteur public via la plateforme. Voilà. Donc il faut toujours le solliciter sur des sujets qui vont sortir. Parfois même, il y a des acheteurs publics, qui vont, mettre sur leur site internet tous les marchés qui vont sortir dans l'année. Donc là, c'est de l'information gratuite, il faut vraiment pas s'en priver. Vous pouvez aller les récupérer, ils sont téléchargeables et visibles toute l'année. Donc voilà, ça, faut le savoir. Et donc enfin voilà, il faut savoir chercher en fait, hein, et puis, et savoir un petit peu ce qu'on recherche. Donc, voilà, on va avoir les plans de charge, les dossiers qui vont sortir avec évidemment un planning prévisionnel où ils vont parler soit au trimestre, soit par date. Donc, d'ici le trimestre 4 de 2021, on aura tel dossier qui vont sortir. Ça vous permet évidemment de vous positionner en amont. Comment aujourd'hui trouver des marchés publics en amont? On peut également, en fait, lire les actualités, hein. La région va annoncer, qu'elle va rénover, elle va faire beaucoup de rénovations thermiques sur les lycées. Elle va mettre tel budget. Bon, ça vous donne quand même une idée aussi, ça vous donne des informations commerciales à garder pour pouvoir se positionner et savoir à peu près ce qui va, du coup, ce qui va sortir. Donc ensuite, il y a, les plans de charge qu'on peut télécharger et sur lesquels on va pouvoir échanger, avec le maître d'ouvrage. En plus, si vous avez vu, vous êtes, partis à la chasse des informations, vous avez vu, que, je ne sais pas, justement, la région pour rester sur cet exemple, va, lancer, à débloquer, excusez-moi, une enveloppe de tant de millions pour les lycées.
Vous venez quand même avec une information voir l'acheteur en disant: «Bah, j'ai lu que dans l'année, cette année vous alliez sortir tant, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Qu'est-ce qui est visé?» Voilà. Ça vous permet aussi, de venir, de montrer que vous vous êtes intéressé, que vous êtes dans l'actualité, et que du coup, voilà, vous êtes déjà un petit peu au taquet et prêt à répondre avec eux. Donc ça, c'est important. Hem, donc j'espère que cette première grosse partie est bien assimilée, au niveau du sourcing. Je vois qu'il y a quelques questions effectivement sur ces sujets. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, si vous n'avez pas toutes les informations là. Ensuite nous avons, heu, je l'ai dit depuis le début, dans le positionnement, travailler son réseau comme un atout. Alors ça peut être un peu vague, dit comme ça, vous avez réfléchi à vos stratégies, vous avez tout posé. Vous savez, sur quel type de marché vous voulez répondre. Ça y est. Vous avez ciblé les acheteurs publics pour lesquels il serait intéressant de venir présenter votre offre. Vous avez prévu de répondre en équipe, bon, voilà, ou pas, mais en tout cas là, on va s'intéresser au groupement et vous vous demandez, bah, comment vous pouvez vous positionner. Comment on peut aujourd'hui, monter son équipe et cetera. Donc là, pour moi, c'est important effectivement, dans l'acte commercial de réseauter, de rencontrer, de discuter. Tout simplement, aujourd'hui, vous devez savoir, heu, dans ceux qui vont intégrer votre groupement, donc déjà, évidemment, vous êtes obligé d'aller discuter, d'aller à la rencontre des autres acteurs pour savoir est-ce qu'ils ont déjà une expérience, dans tel ou tel domaine? Vous avez déjà ciblé vos domaines, vous savez que vous voulez partir sur, les groupes scolaires, sur, le tertiaire, les laboratoires. Est-ce qu'ils ont des expériences qui vont venir compléter, votre expertise? Votre pertinence. Est-ce qu'ils connaissent déjà le maître d'ouvrage? Est-ce qu'ils ont déjà des expériences avec un montant similaire? Ou avec le label qui va bien, ou est-ce qu'ils ont déjà été accompagnateurs BDO par exemple? Voilà. Est-ce qu'ils ont un petit atout dans leur manche qui vont, vous permettre de bien vous positionner? Après évidemment, il faut être lucide. Qu'est-ce que vous avez à leur apporter? C'est pareil de leur côté. Donc voilà, posez vos atouts, échangez. Essayez de bien garder en tête qui peut vous aider à faire quoi pour mieux vous positionner et vous-même aligner, vraiment vos atouts pour essayer de monter la meilleure équipe. Pour moi, ça a du sens. Alors il y en a plein qui diront: «Oui, c'est pas l'équipe qui fait la différence». Pour moi, ça a du sens de travailler son équipe, alors que ce soit au niveau architecte ou co-traitant ou sous-traitant. Heu, pour moi, ça montre un certain effort et cetera. Donc, posez-vous les bonnes questions avec les références, les objectifs, retenez bien les informations de chacun, hem et donc, il faut essayer effectivement d'être efficace dans ce montage d'équipe. Donc je ne sais pas si, donc moi par exemple heu, dans mon expérience, j'ai dû effectivement travailler le réseau des architectes, des bureaux d'études, des sous-traitants, enfin voilà. En fait, tout peut être quand même un atout dans le montage de son groupement, parce que chacun va avoir la référence qui va bien, ou le montant, qui correspond. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, surtout, à étoffer votre réseau. C'est aussi quand même, je pense, une des clés, de la réussite. Donc allez rencontrer le maître d'ouvrage, positionnez-vous correctement et développez votre réseau pour réussir à avoir cette fameuse stratégie gagnante. Et connaître aussi évidemment les enjeux du territoire, voilà. Renseignez-vous un maximum, avant de vous lancer et d'avoir le go, no go, donc savoir si vous partez ou pas, tout simplement. Hem, donc du coup, voilà, me concernant sur les en petite heure, sur la stratégie. Heu, donc je regarde un petit peu les questions que vous m'avez posées. Alors oui, donc c'était qu'entendez-vous par la performance sociale? Alors aujourd'hui, et certainement beaucoup l'ont vu, il y a les clauses par exemple, bah, il y a des clauses qui sont imposées avec, les clauses sociales. Alors le nom m'échappe, c'est terrible.
où effectivement, en fait, on va être obligé, de faire travailler une certaine, catégorie de personnes prioritaires par rapport à l'emploi ou à l'handicap, donc ça, par exemple, ça fait partie des performances sociales. On peut, oui, merci, les clauses d'insertion. Exactement. Donc ça, effectivement, il faut les respecter. Merci Aymeric. Ensuite, on va avoir effectivement, bah, la RSE, hein, tout ce qui va être responsabilité sociétale environnementale, qui va permettre aussi de parler de ces performances sociales. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une logique, de travailler avec des acteurs plutôt locaux? Est-ce que vous avez une logique, aussi de partenariat, bah, un petit peu justement fidélisé, de partir avec, des entreprises, une collaboration plutôt pérenne? Ça va aussi rassurer le maître d'ouvrage puisque vous allez proposer une collaboration, heu, où vous avez, su développer des habitudes de travail, vous avez aussi donc tout ça, ça rentre quand même dans les performances sociales. Aujourd'hui, est-ce que vous avez plus de CDI que de CDD? Donc peu ou pas de turnover. Donc là, on est dans ce qu'on appelle, oui, les performances sociales, et tout ça, c'est aussi des atouts qui intéressent les maîtres d'ouvrage, tout simplement parce qu'il faut réussir à les mettre en confiance. Comment est-on au courant de ces rencontres? Alors, bah, du coup, je l'ai dit, effectivement sans le dire. Donc, en tout cas pour ma part, et de l'expérience que j'en ai, c'est vraiment de la recherche, sur internet et beaucoup d'appels téléphoniques. Donc tout simplement, j'ai identifié un acteur, public, qui à mon sens rentre totalement dans la stratégie que j'ai posée en amont. Je vais l'appeler si je peux le rencontrer, savoir si effectivement il a prévu ou pas de créer des rencontres, sur la commande publique. Et du coup, ça permet, bah, d'être dans la boucle, de se faire référencer et après pour toutes les prochaines rencontres publiques, c'est magique, on reçoit un mail et une convocation, si on le souhaite. Et puis à force, en fait, on a son petit planning, de commande publique et on sait exactement où il faut aller, à quelle date et cetera. Donc le tout, c'est d'avoir cette première entrée d'information. Après sur internet, évidemment, vous pouvez faire des recherches, sur Google, rencontres publiques, rencontres achats publics, commandes publiques, prestataires, fournisseurs, il y a la journée des fournisseurs, pour l'armée par exemple, voilà. Pour, connaître, justement est-ce qu'il y avait cette habitude, avant? Donc, vous pouvez taper 2017, 2018, 2019 et vous allez voir, il y a des anciennes dates qui vont ressortir et ça veut dire évidemment que généralement ils le font et vous pouvez tout à fait demander à être là pour les prochaines, tout simplement. Alors ensuite, au niveau des questions, une fois que l'offre est publiée, est-ce que c'est trop tard pour demander un rendez-vous de sourcing? Donc la réponse est venue juste après. Encore une fois, oui, heu, mais vous pouvez quand même demander un rendez-vous pour les prochains dossiers. C'est ce que j'ai dit, hein. Donc vraiment évitez, enfin vraiment même à ne pas faire si vous connaissez pas en tout cas en plus le maître d'ouvrage, c'est vraiment mal vu d'aller demander un rendez-vous, pour parler d'un dossier qui vient juste de sortir. En soi, c'est trop tard et même s'il est en cours, encore plus s'il est en cours d'analyse, c'est vraiment pas très bien vu. Voilà, vraiment je déconseille, je le déconseille fortement. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions sur, sur la stratégie à adopter en amont? Oui, c'est ça, sauf si vous connaissez évidemment le maître d'ouvrage, on est bien d'accord? Parce que je vois sauf si c'est un pote. Canaillou. Donc voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions sur la stratégie? Après encore une fois, je le recommande vraiment avant d'aller voir un maître d'ouvrage. Bah, quand même, faites une petite recherche sur internet, savoir si, bah, quelle est la dynamique aussi, qu'il veut mettre justement sur son territoire. On apprend quand même beaucoup d'informations, hein, sur l'urbanisme, sur les plans de relance, sur voilà, des fois je suis un peu, surprise de voir que déjà l'information qui est à portée de main n'a pas été analysée, alors que enfin vraiment c'est à portée de main.
et d'aller voir effectivement un maître d'ouvrage en disant: «Bah, voilà, je vois que dans le plan de relance ou dans les projets de telle date à telle date, il y a une dynamique qui se fait autour de l'urbanisme et cetera». C'est intéressant aussi d'y aller avec, toutes ces informations et vous montrez votre sérieux, vous vous positionnez déjà comme personne qui essaie de répondre aux besoins du client, c'est hyper important, quoi. Au niveau des questions, quel est le meilleur site pour faire de la veille sur les appels d'offres? Ah là là, alors il y en a plusieurs. Moi, en tout cas, de ma propre expérience, bon, je peux dire c'est bizarre de dire des bip, des marques. De ma propre expérience, j'ai essayé et qui vont très bien les 2 me vont très bien, Double Trade et Vecteur Plus. Donc Vecteur Plus, c'est de la filiale Le Moniteur. Bon après aussi si vous êtes abonné aussi à Le Moniteur, vous avez certainement accès aussi à des appels d'offres. Donc ça, c'est pour les solutions payantes. Donc c'est pas gratuit, donc c'est cher. Ensuite pour les solutions gratuites, vous pouvez aussi, bah, tout simplement poser des alertes. Pour cela, je vous conseille de créer une boîte mail dédiée à ces alertes, sinon vous allez être, pollué. Il y a pas d'autre mot, mais voilà, essayez de prendre 30 minutes, tous les jours pour analyser les offres ou un quart d'heure, mais sur une boîte, dédiée. Ça vaut le coup de prendre un outil payant. Bah, quand je vous dis une demi heure tous les jours, je vous laisse faire une demi heure fois 5, voilà, fois 4, fois le nombre de mois et vous voyez si ça vaut le coup, pour vous de perdre, ce temps-là, par rapport au coût. À mon sens, ça vaut oui, pour moi, ça valait le coup. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai pris, hein, mais parce qu'en fait, on a différents outils. Donc il y en a qui proposent, par exemple, l'aperçu des DCE. Donc forcément, ça va nous permettre d'être plus performants sur le go no go, puisque en fait, on va pas avoir besoin de se connecter sur la plateforme où on va avoir 20 000 mots de passe, et identifiants. Donc il y a quand même une perte de temps, assez inouïe sur la création des mots de passe. Donc là, on peut avoir un aperçu sur le règlement de consultation, sur le montant, sur le CCTP, qui va nous permettre de dire: «Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas?» On a quand même une recherche, une veille qui est qualifiée. Heu et et en tout cas, moi, dans l'outil que j'avais pris, il proposait également, ce qu'on appelle, bah, de la veille, justement de marché en amont. Ça permettait de savoir justement, des sujets qui allaient sortir, et justement là, vous pouvez lancer votre action de sourcing, pour essayer d'en parler avec le maître d'ouvrage. Donc oui, ça vaut le coup, ça dépend combien vous voulez, en fait, investir dans cette recherche. Heu, Ensuite, comment rencontrer les bonnes personnes? Les responsables techniques ne sont pas toujours mis en avant dans, des organigrammes. Alors, donc oui, pour rencontrer les bonnes personnes, alors, c'est un petit peu ce qu'on appelle les appels à rebond. Enfin, en tout cas, moi, je l'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'on appelle, l'accueil, qui nous passe les acheteurs publics, qui nous passe, l'acteur technique et cetera. Donc déjà vérifier si effectivement il n'y a pas d'organigramme qui existe, s'il n'y a pas de mail et de numéro de téléphone. Je sais, ça paraît fou, mais vraiment, on peut être surpris en regardant bien sur internet. En tout cas, moi, de mon expérience, j'ai déjà rencontré, des acheteurs publics, qui eux-mêmes se disent: «Ah bon, il y avait mon numéro de téléphone?» «Oui, oui». Donc des fois, il faut bien chercher les informations. Ensuite, bah, tout simplement, comme je l'ai dit, souvent dans les ou pas d'ailleurs, mais je le redis, dans les DCE ou dans les avis, on a des noms aussi, de la personne qui est en gestion du dossier, de la personne qui gère, qui gère le marché, le chargé de projet et cetera. Donc là, vous avez des noms, vous pouvez essayer déjà plus facilement avec un nom de passer un petit peu le barrage, on va dire, du secrétariat. Tout simplement. Oui, donc j'ai un spectateur anonyme, dénoncez-vous, qui nous signale à 6h59 que pour sa part, il est sur les plateformes Bowamp, Marché Online, Place. Oui, ou Joue, oui, oui, ça suffit, ça peut suffire comme veille. Après on a achat public, on a, marché public, on a quand même beaucoup de plateformes, France Online pour en tout cas faire des veilles efficaces.
3, 4, jusqu'à 10, voilà. Normalement, vous ne devez pas en louper. Mais c'est pour ça que je vous dis quand même de créer une boîte mail vraiment bien ciblée pour ne pas avoir votre boîte principale polluée. Sinon, c'est compliqué, hein. Voilà. Alors, Swazik, certaines veilles comme M2BPO proposent du sourcing. Qu'en pensez-vous? Rien. Rien dans le sens où j'ai pas testé. Alors, le sourcing, ce que vous appelez sourcing, c'est en fait des affaires qui vont sortir. Parce que pour moi, sourcing, c'est la rencontre du maître d'ouvrage. Donc, est-ce que vous pouvez préciser la question, Swazik, s'il vous plaît? Donc, certaines veilles proposent du sourcing. Vous entendez quoi? Vous entendez la rencontre de l'acheteur public ou la sortie en amont de l'offre, une offre qui va bientôt sortir. Alors, si on est sur une offre, j'anticipe, si on est sur une offre qui va bientôt sortir, donc M2BPO, c'est pas la seule plateforme en tout cas qui le propose, hein. Vector Plus le fait aussi, par exemple. Donc, en fait, comment ils font la veille pour être au courant en amont? Tout simplement, souvent, quand il y a des administrations qui se voient, qui abordent des sujets, ils ont des sortes de mots-clés qui permettent d'extraire certains sujets. Donc, par exemple, je ne sais pas, le conseil s'est réuni en disant qu'il fallait un skatepark. Et ben en fait, ça c'est extrait et après on vous le repropose. Donc, pareil, si on fait une veille bien ciblée sur internet, on peut aussi trouver. Et si on n'a pas le temps, mais bien sûr, prenez un outil de plateforme. Si vous n'avez pas le temps et que vous avez l'argent, prenez une plateforme, quoi. Bien sûr. Si en plus ça regroupe tout, donc la mise à disposition des DCE, le marché, un lien que vous pouvez communiquer à vos co-traitants, donc du coup être plus optimum dans votre capacité à pouvoir communiquer avec vos co-traitants, vos sous-traitants ou vos mandataires. Après, c'est vraiment dans votre stratégie qu'il faut voir. Donc voilà, une bonne plateforme à l'échelle nationale par mots-clés. Merci Adrien, j'allais justement le dire. On est sur un coût entre 4 et 5 000 € l'année. Donc avec une veille en amont, un répertoire avec certains numéros de téléphone sur les acheteurs publics, la mise à disposition des marchés qui sont sortis, donc la veille classique, la mise à disposition des DCE. Et du coup, effectivement, ça nous évite quand même d'avoir justement 3-4 comptes où il faut chercher pour télécharger les DCE. En tout cas, après, chacun arrive à négocier plus ou moins ses tarifs, hein. Mais voilà, en tout cas, de ma propre expérience, à peu près les coûts qui ont été mis en place. Alors, pardon, j'avais pas vu. Parfois, des comptes rendus des conseils municipaux. Oui, oui, c'est ça, Swazik. J'avais pas vu, pardon, j'avais pas scrollé vers le bas. Effectivement, en fait, sur le sourcing, oui, comme je disais, après, il n'y a pas que M2BPO qui le propose. Voilà, il y en a d'autres aussi. Mais oui, après, c'est quand même intéressant. Du coup, Fastudio a déchiffré. Ah, oui. Vous pouvez répéter le coût et la plateforme. J'étais distraite. Alors, sur le coût, il faut coter 4 à 5 000 € de ma propre expérience. Voilà. Pour une couverture nationale, avec la mise à disposition des DCE, la veille de marché et la veille en amont. Et il proposait également une gestion déjà aussi des appels d'offres, de dire par exemple, je regarderai plus tard, je suis en train de le traiter, je l'ai traité, je l'ai gagné, je ne l'ai pas gagné. Après, ça revient presque à un CRM. Et ensuite, ça mettait aussi quelques contacts. Donc au niveau des acheteurs publics, et après quand le marché est attribué, c'est intéressant aussi de voir qui l'a eu, ce fameux marché. Donc on est vraiment dans une démarche commerciale, il faut vraiment finir quand même qui l'a obtenu, à quel coût, tout ça, ça vous permet de donner aussi des informations pour vous positionner plus tard, peut-être, sur une offre un peu similaire. Des fois, on a du mal à sonder son marché et à se positionner aussi au niveau du prix ou des références. Voilà. Et donc, les plateformes, c'était, en tout cas, moi, de celles que je connais, parce que je ne suis pas là pour faire la pub de ces plateformes, mais on a Double Trade,
donc double trad, ça on le dit en français. Vecteur Plus, oui, on m'a dit M2BPO effectivement aussi. Voilà, c'est les plus connus, voilà. Avec plaisir Isabelle. Voilà, est-ce que vous aviez d'autres questions? Beaucoup sur l'investissement, les coûts? Pas d'autres questions? Bon voilà. Merci à vous du coup d'avoir suivi, cette webconférence. J'espère que vous avez appris, quelques informations au-delà des coûts des plateformes, mais c'est effectivement aussi, bien sûr ancré dans la stratégie et si ça demande une enveloppe pour vous, voilà, vous avez quelques coûts.